Louis. Elle. La semaine dernière, j'ai mis plusieurs heures à choisir un draus. Pas une voiture, pas un papier peint pour ma chambre, pas un truc qui va rester. Non, un draus. J'ai comparé les draus d'à peu près une dizaine de sites avant de me décider. Et je peux faire la même chose pour choisir un restaurant. Faire des choix peut être un exercice difficile, et cela peut même être paralysant parfois. Cela concerne tous les domaines de la vie, professionnels ou intimes. C'est le cas à tous les âges et à toutes les périodes de la vie, même quand il s'agit de faire des choix enthousiasmants. Est-ce que je prends des pâtes ou une pizza, margarita ou 4 fromages? Est-ce que je dois accepter cette offre d'emploi? Est-ce que j'emménage avec cette personne? Est-ce que je veux des enfants? Certains choix sont irréversibles, et il est parfois difficile de faire marche arrière. Et que se passe-t-il si je fais le mauvais choix? Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi c'est si difficile de faire des choix? Choisir, c'est renoncer. C'est une maxime bien connue. Ce qui peut paralyser quand il s'agit de faire des choix, c'est l'idée qu'on renonce à tout un tas d'autres possibilités. Nous avons tous des biais cognitifs qui font qu'on a peur de faire le mauvais choix. C'est-à-dire que notre cerveau nous fait voir les choses de manière un peu déformée. Le résultat, c'est qu'on ne fait pas toujours des choix logiques ou bons pour nous. On peut avoir peur de regretter notre choix ou se mettre tellement de pression qu'on n'arrive plus à prendre une décision. Parfois, on se demande aussi ce que les autres vont penser de nous. Et bien souvent, on préfère ne rien changer, parce qu'on a trop peur de perdre ce qu'on a déjà. Quel que soit notre âge, on peut tous être démunis devant un choix important. Il faut dire que le monde dans lequel on vit nous offre souvent trop de choix. C'est ce qui s'appelle le paradoxe du choix, et ça a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Barry Schwartz. Sa thèse, c'est que 1. Toute décision est devenue plus compliquée parce qu'on a de plus en plus de choix, sur les applis de rencontres comme Tinder par exemple. 2. Le trop de choix est au final néfaste pour notre bien-être. Cela a tendance à nous bloquer et à nous faire toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ce trop-plein de choix, au final, génère anxiété, stress et insatisfaction. Une étude très connue de Sheena Iyengar et Mark Lepère, des chercheurs de Columbia et Stanford, illustre très bien le paradoxe du choix. Dans une épicerie, ils ont mis des consommateurs devant un stand de 24 pots de confiture. Un autre jour, ils ont réduit le stand à 6 pots de confiture. Eh bien, l'étude a montré que les gens étaient plus susceptibles d'acheter quand il n'y avait que 6 pots de confiture. Tout simplement parce que c'était plus facile de faire un choix. Il y a une scène, dans le film Goodbye Lenin, qui illustre le vertige que l'on peut ressentir devant trop de choix. Après la chute du mur de Berlin, le personnage principal, Alexander, se balade dans un supermarché à la recherche d'une marque de cornichons typiquement est-allemande pour les donner à sa mère à qui il fait croire que la réunification n'a pas eu lieu. Et dans cette scène, il explique qu'en une nuit, sa petite épicerie locale s'est transformée en paradis de la consommation. Le choix complique la décision et baisse la satisfaction à l'égard du choix effectué, puisqu'on le compare aux autres choix qu'on n'a pas faits. Un exemple emblématique de ça, ce sont les choix professionnels, et avant ça les choix d'orientation. Je me souviens de mes années collège-lycée. À partir de la 3e, on a commencé à nous parler d'orientation. Il fallait y penser dès maintenant, exceller dans toutes les matières pour avoir le choix après le bac. C'était beaucoup de pression, car la plupart d'entre nous ne savaient pas vraiment ce qu'elles voulaient faire de sa vie. Aujourd'hui, quand je parcours mes réseaux sociaux et que je tombe sur le profil de gens qui étaient avec moi au lycée, peu font un métier directement lié au choix d'orientation qu'ils ont fait à 16 ans. Et quand je prends des nouvelles de ceux avec qui j'ai fait une école de commerce, là encore, certains sont finalement devenus pâtissiers, pompiers, stand-uppers ou journalistes, comme moi. Ça montre bien qu'un choix d'orientation n'est pas toujours gravé dans le marbre. On peut changer de voie, bifurquer, trouver sa place autrement. En fait, c'est une réalité partagée par beaucoup. Une étude de juin 2025 de l'IFOP pour ADECO montre que 86% des actifs ont déjà changé de métier, de secteur, d'entreprise ou de statut au cours de leur vie. Autrement dit, l'orientation à l'adolescence ne détermine pas toute une carrière.
Mais en même temps, il ne faut pas non plus nier que se reconvertir peut être un vrai défi. Mais comment savoir si un choix peut nous rendre heureux sur la durée ? C'est justement ce qu'explique la théorie de l'autodétermination. Elle date des années 70 et a été formalisée par Edward L. Deci et Richard Ryan, des psychologues et professeurs de psychologie américains. C'est une théorie qui explique ce qui motive profondément les êtres humains. Pour être heureux, on aurait besoin de combler 3 besoins fondamentaux. L'autonomie, agir selon ses propres valeurs et convictions, la compétence, être bon à ce que l'on fait, et le lien social, être connecté aux autres. Et ça, finalement, ça ne dépend pas vraiment du choix que vous faites, mais de comment vous exercez ce choix. Mettons que vous hésitiez entre faire de la danse ou du basket. Eh bien, si vous finissez par faire un choix dans lequel ces 3 besoins fondamentaux sont nourris, ça sera le bon choix. Et attention, même quand on croit savoir ce qui va nous rendre heureux, notre cerveau nous trompe souvent. Une expérience, citée dans un cours très populaire de Yale sur le bonheur, le montre bien. On sait qu'il n'y a presque pas de différence entre 19,99 € et 20 €. Mais on a quand même l'impression de faire une meilleure affaire. En matière de choix de vie, c'est pareil. On se laisse parfois guider par des illusions ou des biais qui ne reflètent pas notre vrai bonheur. Maintenant que vous savez tout ça, comment on fait quand on est face à un choix et qu'on se sent bloqué ? Il existe des outils qui peuvent vous aider à choisir. Le premier conseil, c'est de poser une liste de pour et de contre. C'est classique, mais efficace, et vous verrez que la plupart du temps, une fois que vous aurez fait votre liste, vous n'allez pas compter le nombre de pour et le nombre de contre pour prendre votre décision. Il y a de fortes chances pour qu'un argument l'emporte sur tous les autres. Il existe d'autres méthodes basées sur des recherches scientifiques. Par exemple, la méthode du contraste mental, développée par Gabrielle Oettingen, une professeure à l'université de New York. Je vous explique. Vous avez un choix à faire et il vous angoisse. Par exemple, vous devez décider si vous vous inscrivez à un marathon. Visualisez le résultat idéal de ce choix. Par exemple, la fierté de vous être dépassé, le bien-être physique que vous ressentirez, les likes que vous récolterez sur les réseaux sociaux. Ensuite, visualisez les obstacles concrets. Par exemple, vous n'êtes pas encore au niveau, vous n'avez couru que 15 km sans vous arrêter, vous n'avez pas l'hygiène de vie nécessaire à la réalisation d'un marathon et surtout, vous avez peur de l'échec. Si votre envie dépasse les obstacles et que vous avez des solutions pour déjouer ces obstacles, alors allez-y, inscrivez-vous. Je vous donne une dernière technique parce que je l'aime particulièrement. C'est la règle des 10-10-10, les 3-10. Le but de cette technique, c'est d'écarter toutes les pensées négatives qui vous empêcheront de faire un choix. Je continue sur le marathon. Posez-vous 3 questions. Si je le fais, comment je vais me sentir dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans ? Ça marche avec pas mal de choix de la vie quotidienne et cela aide vraiment à relativiser et à passer à l'action. Ou au contraire, à se rendre compte que le bénéfice court terme d'un choix ne compense pas les risques à long terme. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix possibles, ou les moins pires. Rappelez-vous, si vous avez des choix à faire, c'est déjà que vous êtes libre, et ça c'est une chance. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est plutôt sympa. Il a tendance à nous convaincre qu'on a fait le bon choix, pour nous éviter de regretter. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média.